Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Euh, Aujourd'hui, a priori, on va être nombreux. On a combien? On a 120 participants aujourd'hui. On va être nombreux. Donc, on vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions qui est juste en bas à droite. Vous avez un onglet chat. Dans l'onglet chat, je vous invite à nous dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien mon écran et si vous nous voyez bien aussi. Voilà, donc l'onglet chat, c'est juste pour des soucis de audio, vidéo. Et l'onglet questions, ce sera vraiment pour poser vos questions. Merci. Et donc, on va peut-être juste se présenter rapidement. Hortense, qui est notre Customer Success, qui sera là pour répondre à toutes vos questions pendant la vidéo, pendant la présentation, et même au-delà, et à tout moment, en fait, sur le site, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser des questions, ce sera elle qui vous répondra. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi, du coup, qui suis plutôt responsable de la partie technique, notamment du développement. Et du coup, je vais faire la présentation et vous montrer un peu tout ce qu'on a développé dans Cantu, pourquoi et en quoi ça aide les élèves. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Voilà. Bonjour à tous les nouveaux qui arrivent. On va commencer. Voilà. Donc, juste pour vous donner un petit peu le programme, on va faire une présentation un petit peu juste pour ceux qui connaissent pas du tout, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir. Et ensuite, on montrera vraiment plus dans le détail, on vous présentera les outils, etc. Et on essaiera de laisser un temps assez large pour que vous puissiez poser des questions sur vraiment les choses qui vous intéressent, sur les points sur lesquels vous avez envie qu'on aille plus en détail. Voilà, donc on va commencer par une petite présentation de CantuScript pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, CantuScript, c'est quoi? C'est un logiciel qui va répondre aux besoins spécifiques des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc, on parle de troubles 10, multi-10, donc dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de l'attention, TDA, TDAH. Le but, c'est d'accompagner l'élève tout au long de son parcours scolaire, donc en primaire, au collège, au lycée, mais aussi en formation pro. Donc, on s'attache vraiment pas à un niveau. Le but, c'est vraiment d'accompagner l'élève tout au long de son parcours scolaire. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que le numérique a vraiment beaucoup d'impact sur les élèves et notamment sur les élèves qui ont des troubles spécifiques. On voit vraiment une accumulation de logiciels. Ça peut être vraiment un frein dans l'apprentissage, mais aussi dans l'organisation, l'autonomie au quotidien, à l'école, mais aussi dans les devoirs. Donc, face à ce problème de l'accumulation de trop de logiciels, Cantu, du coup, a développé cette solution tout en un, donc une boîte à outils tout en un, pour pouvoir suivre 100% du programme scolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que CantuScript a été co-construit à l'aide d'ergothérapeutes pour du coup soulager l'élève grâce à de nombreux outils, du coup sur ordinateur, mais aussi sur tablette. Ce qu'il faut savoir, c'est que CantuScript, c'est un ensemble d'outils qui va faciliter l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Donc, par les savoirs fondamentaux, on parle de la lecture et l'écriture, de la compréhension orale, le calcul et les sciences, l'organisation du travail, mais aussi l'utilisation de supports pédagogiques. Et on va retrouver du coup de nombreux outils pour faciliter du coup cet apprentissage des savoirs fondamentaux. On va pas rentrer dans le détail maintenant là de tous les outils parce que François va vous présenter tous ces outils. Donc, on a des outils pour le texte, pour l'organisation, des outils de facilitation vocale, des outils dédiés aux matières et des outils pratiques. Donc, tous ces outils qui permettent bien sûr un gain en autonomie, en temps et en énergie pour tous les élèves. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions, comme on disait au début du webinaire. François va passer du coup sur le côté plus concret avec une démo de l'outil CantuScript.
Alors, il y en a déjà qui connaissent peut-être déjà un peu ou peut-être beaucoup, mais peu importe la connaissance sur l'outil, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à tous. Voilà, et du coup, maintenant, je vous présente l'outil donc CantoScribe. Alors, l'outil CantoScribe, comme on a dit, on a essayé de travailler sur plusieurs aspects. Les aspects principaux étant comment faire en sorte de rendre l'informatique accessible aux élèves et de gommer un peu toute la complexité qu'a un ordinateur avec la gestion des fichiers, des systèmes de fichiers, où j'ai mis mon PDF, où j'ai mis mon docx, avec quel logiciel s'ouvre quel fichier, etc. En fait, il y a une grosse complexité dont on se rend peut-être plus compte quand on est adulte et habitué à l'ordinateur, mais pour un élève qui débute, c'est très complexe, et vu qu'il a aussi beaucoup de choses à apprendre à l'école, ça lui fait une énorme surcharge. Donc, c'est la première chose sur laquelle on a essayé de travailler, c'est comment rendre l'informatique plus accessible. La deuxième chose qui est un peu liée, c'est aussi comment retrouver les informations qu'on me fournit en classe, que ce soit justement des fichiers, des documents papier, des cours que je dois noter, les devoirs, l'emploi du temps, etc. Et la troisième chose, c'est comment compenser justement les troubles auxquels pourrait être confronté l'élève, par exemple la dyslexie, la dyspraxie, des problèmes de vision, des problèmes moteurs, en fait tous ces troubles qui a priori peuvent avoir fait que l'enfant va préférer l'usage de l'ordinateur ou de la tablette en classe par rapport au papier crayon. Et le but, c'est que tous ces outils de compensation soient utilisables dans toutes les matières, dans tous les types d'activités, que ce soit dans les mathématiques, en écrivant des formules ou en posant des opérations en colonne, ou en sciences, en faisant des schémas, etc. Ou en langue. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Donc la première chose à se rendre compte, c'est que on a un découpage par matière, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne à l'école. Donc on va faciliter la vie de l'élève en lui donnant cette même organisation, et en plus on va lui permettre de personnaliser les logos, l'affichage et les couleurs, parce que pour un élève par exemple dyslexique ou qui a des problèmes de vision, ne pas avoir à lire les caractères et pouvoir se repérer simplement à la couleur, c'est beaucoup plus pratique pour lui. La deuxième chose, c'est que dans chaque matière aujourd'hui à l'école, on vous demande souvent d'avoir des cahiers, de fonctionner par cahier ou par une espèce d'unité comme ça, que ce soit le cahier de cours, le cahier d'exercice en mathématiques, le cahier de géographie, le cahier d'histoire, le cahier de physique et le cahier de chimie, etc. Donc là, on va pouvoir reproduire cette organisation dans CantoScribe, avec possibilité d'avoir des cahiers d'évaluation aussi, donc on en parlera tout à l'heure. Une fois dans un cahier, je vais pouvoir créer des chapitres, des unités d'enseignement, peu importe le terme qu'on donne, c'est configurable. L'essentiel, c'est que l'élève va pouvoir reproduire l'organisation du professeur. Une fois dans un chapitre, c'est là que entre en jeu tout notre savoir-faire, on va dire. On va travailler sur plusieurs choses. On va travailler sur la compensation et sur l'organisation. La première chose, c'est la compensation. Alors, pour la compensation, on a essayé de vous simplifier la vie au maximum. On a des compensations automatiques au premier affichage au premier démarrage de CantoScribe. Vous avez des options comme ça qui sont préconfigurées. Vous avez juste une case à cocher et tout un tas d'outils de compensation sont automatiquement appliqués pour venir justement compenser les troubles de l'enfant en fonction de ses éventuelles difficultés. Donc dans chaque cas, on a la liste des outils qui sont détaillés. Je vais quand même vous les détailler et en vous les montrant, ce sera plus simple. Donc tous les outils de compensation, en fait, ils figurent dans ces deux catégories ici. On a donc un correcteur orthographique et grammatical qu'on peut activer et qui va se mettre à détecter des fautes. Ici, par exemple, j'ai une faute. Hop, en un clic, je peux corriger n'importe quelle faute. Une chose plutôt classique, et il fonctionne dans toutes les langues. Le nouveau correcteur orthographique et grammatical fonctionne dans toutes les langues. On a des outils d'adaptation du texte. Donc là, on va pouvoir jouer sur la police d'écriture, les tailles, etc. Donc, on peut utiliser
Open Dyslexic, on peut augmenter la taille du texte, on peut utiliser des espacements entre les lignes, entre les mots. Voilà. Donc chaque enfant, en fait, en fonction de ses besoins, va pouvoir définir un confort de lecture, une configuration en fait dans laquelle il est plus à l'aise. Et une fois qu'il a trouvé cette configuration, il va pouvoir mieux lire, il va pouvoir se sentir plus en confiance, il peut pouvoir peut-être mieux distinguer les lettres, mieux distinguer les mots, mieux distinguer les syllabes. Un autre outil possible, c'est la séparation en syllabes, donc notamment pour l'apprentissage de la lecture, ça peut être assez important. Ça peut aider aussi les élèves allophones ou qui maîtrisent pas encore bien le français. Et on va pouvoir aussi utiliser des couleurs pour séparer les mots, les syllabes ou les sons. Et donc pour chaque son, on va pouvoir venir fournir une couleur, par exemple en gris, etc. Pour les sons muets, mettre les sons en rouge, par exemple, etc. Donc tout cet affichage s'applique, toute cette configuration en fait va s'appliquer partout. Donc là, je vais choisir une configuration qui me va bien et on va continuer la démonstration. On a de l'aide à la saisie. Donc là, c'est comme le prédicteur. C'est un prédicteur comme vous avez sur les téléphones, etc. Donc là, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît bien. On a la possibilité de formater automatiquement les phrases en mettant les points et les majuscules après les points, etc. On a en plus de ça deux outils qui fonctionnent que en ligne. C'est un dictionnaire qui va permettre d'obtenir la définition d'un mot. On peut configurer aussi la langue du français. Et un traducteur qui va permettre pareil de traduire du français vers l'anglais. Ça, c'est des outils qui fonctionnent que en ligne et qui sont désactivables pendant les examens. Mais par exemple, si je sélectionne un mot, je peux demander la définition. Ça. Ensuite, on a des outils d'oralisation. Donc ça, c'est très très important pour beaucoup de troubles. L'objectif, ça va être de s'affranchir de la lecture et de l'écriture, qui sont les parties les plus compliquées pour un élève, par exemple dyslexique ou dyspraxique. Et on va pouvoir utiliser de la lecture vocale. Donc j'active la lecture vocale, je choisis le français, par exemple. Hop. Et je peux changer la vitesse de lecture, je peux avoir des options supplémentaires pour lire directement quand je passe ma souris sur un élément, ce genre de choses. Et je sélectionne un texte et je peux en obtenir la lecture vocale. Alors là, je ne sais pas si vous l'entendez parce qu'on est en partage d'écran. Et je ne sais pas si on partage aussi le son. Et peut-être que vous pouvez le dire dans les commentaires si vous entendez ou pas. Je ne sais pas si je peux partager l'audio aussi. Non, c'est pas entendu. Ok. Il y a peut-être un paramétrage pour partager l'audio. Bon, sinon, de toute façon, c'est quelque chose que vous pourrez essayer vous-même et vous verrez que ça fonctionne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on a une question de Marine Rolly qui nous demande si on a un prédicteur correcteur phonétique. Oui. Alors, le prédicteur, en fait, a un mode phonétique. Donc, lorsque vous activez l'aide à la saisie, vous pouvez choisir suggestion phonétique. Et là, du coup, il sera mieux configuré pour s'intéresser vraiment à la prononciation. Par exemple, je peux écrire orthographe et il n'a pas de problème avec mon écriture barbare. Il a bien retenu, il a bien compris que c'était orthographe que je voulais dire. Et du coup, on a un outil de dictée vocale aussi qui va fonctionner aussi bien en ligne que hors ligne. Et donc là, c'est pareil. En fait, à chaque fois que j'active un outil, j'ai le petit icône qui s'ajoute ici. Commencer à écrire. Bonjour, je m'appelle François. Et voilà, j'ai le texte qui s'affiche. Et donc, j'ai la possibilité d'avoir des notes vocales aussi. Hop. Et là, la note vocale, l'intérêt, c'est que donc là, comme vous l'avez vu, la synthèse, la reconnaissance vocale, ça marche bien. Le problème, c'est que ça marche essentiellement quand
je suis dans une situation où il n'y a pas trop de bruit autour de moi, il n'y a pas des gens qui parlent. Et puis en classe, c'est compliqué parce que l'élève ne peut pas parler en plein milieu de la classe et dicter son cours pendant que les autres sont en train d'essayer de se concentrer. C'est pour ça qu'on a développé la note vocale, qui va permettre à l'élève, par exemple, qui est en retard, le prof est en train de dicter des énoncés ou des consignes, pendant que lui il est en train d'écrire, il n'est pas encore à cet endroit-là, de pouvoir enregistrer, lancer la reconnaissance, la note vocale. Et quand il arrête, il a la note vocale dans son cahier et il va pouvoir la lire et quand il aura besoin, autant de fois qu'il a besoin. Donc ça lui permet de ne pas perdre la trace d'un cours pendant qu'il est donné par l'enseignant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les outils d'accessibilité et ils sont disponibles partout. Je vais vous montrer un peu plus tard comment on peut travailler sur d'autres types de fichiers. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est qu'ils soient disponibles partout, tout le temps pour l'élève. Ensuite, dans ce traitement de texte, justement, on va pouvoir mettre des images, et pas mal de choses. On va voir petit à petit. La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est l'insertion de fichiers. Si j'obtiens un PDF de mon professeur, ou même, par exemple, je vais même mettre un livre audio. Je pense que j'en avais un. Pardon, j'ai beaucoup de choses. Voilà, par exemple, j'ai Le Petit Prince, qui est un e-book, en fait, un livre numérique. Donc, je peux le mettre dans mon cahier. Il va être bien rangé dans mon cahier. Par exemple, mettons que c'est mon cahier de français. Il sera bien rangé dans le bon chapitre, dans le bon cahier, donc je ne risque pas de le perdre. Et puis, la mise en page en couleur, c'est faite. Si je double-clique dessus, je peux avoir un écran dédié pour le mettre, par exemple, en plein écran, pour avoir plus de confort de lecture. Et si je sélectionne du texte, comme d'habitude, j'ai la possibilité de lire le texte, je peux traduire, je peux utiliser, comme je disais, tous les outils de compensation. Et vous voyez que voilà, toute la mise en page que j'ai pu faire, donc avec l'espacement entre les lignes, entre les syllabes, entre la mise en couleur de certaines lettres, de certains sons, tout ça, je peux le faire et ça sera appliqué à tout le document. Donc voilà, et puis vous voyez qu'il y a pas mal d'autres outils. On a des outils pour les maths, par exemple poser des opérations. Je pose mon opération, je peux l'insérer dans mon traitement de texte d'un clic. Hop. Si j'ai besoin, si j'efface ici, je double-clique à n'importe quel moment sur une opération, sur celle que j'avais faite ou sur une autre qui était là. Ça la charge. Voilà. Ensuite, on a un outil pour les formules. Alors, on avait une question justement pour les formules. Oui. On souhaitait savoir si la dictée vocale était possible sur cet outil. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer même tout de suite. La dictée vocale, vous voyez, comme elle a été activée, elle apparaît ici. A sur racine de 2. Je ne suis peut-être pas très bien articulé, mais effectivement, voilà, j'ai dicté vocalement et il a tout à fait compris ce que j'avais dit. Une fois que j'ai ma formule bien écrite, je l'insère. Mais vous avez aussi d'autres façons d'écrire une formule. En fait, vous pouvez la dessiner. Par exemple, 1 sur racine de 2, par exemple, justement, on disait. Hop. Voilà. Donc, c'est pareil. Et puis, je peux mettre à jour ma formule ici. Vous avez aussi ici la liste des commandes, ce qui fait que vous pouvez chercher une fonction qui vous intéresse. On va rester sur les racines, par exemple, justement, pour voir. Tiens, par exemple, ici, on a une racine cubique. Mettons que je savais pas comment faire la racine cubique. J'ai juste à cliquer dessus et maintenant, je sais faire et je peux changer les chiffres pour adapter à mes besoins. Et la dernière façon d'insérer une formule, c'est que pour éviter d'avoir à naviguer entre l'outil formule et le cahier de texte, je peux utiliser un double point virgule et écrire directement dans mon traitement de texte A sur racine de 2. Et je remets un double point virgule pour finaliser. Cette astuce, elle est inscrite ici. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de la retenir par cœur, tout est indiqué. Voilà, on peut passer à de la géométrie. Donc là, on a un outil en fait qui vient essayer de reproduire
la façon dont on fait de la géométrie au collège et au lycée avec un outil de cercle et d'arc qui est assez intuitif, mais surtout qui reprend un peu ce qu'on peut faire avec un compas. On a la possibilité de tracer des segments assez facilement aussi en 2 clics. Et on va pouvoir tracer après, par exemple, une perpendiculaire. Je vais cliquer sur le segment, sur le segment, et puis j'ai déjà ma perpendiculaire. Je peux choisir le point par lequel il va passer. Je peux tracer aussi une tangente, par exemple. J'ai juste à cliquer sur un cercle et je bouge mon point pour tracer la tangente. Donc voilà, on a pas mal de petits outils comme ça qui viennent essayer de reproduire la façon dont on construit les figures dans le secondaire. On a des outils en plus après pour gommer, pour faire des rectangles, pour ajouter des textes, des images, pour venir compléter un schéma, par exemple. Je vous montre juste une petite chose aussi, c'est qu'on peut tracer des angles. En fait, on va cliquer sur le sommet, sur le segment, et on ouvre pour dessiner. On a un outil de fonction, donc qui reprend à peu près les outils de géométrie. Simplement, il y a un outil en plus pour justement tracer une fonction. Là, on va utiliser la même chose que tout à l'heure. En fait, on peut utiliser la reconnaissance vocale, ou sinon on peut écrire x carré sur 2, par exemple. À chaque fois, on n'oublie pas, je peux insérer. Donc là, en particulier sur ces dessins-là, sur ces types de schémas-là, je peux choisir une petite zone à insérer ou insérer toute la zone si je préfère. Et ça s'insère à la suite de mon texte. Alors, on a une question de Marie Valero qui nous demande si en maths et en sciences, on peut aller jusqu'au niveau bac scientifique avec dérivées, intégrales, limites, etc. Oui, tout à fait. Alors en fait, si vous regardez ici, par exemple, par exemple, on parlait des dérivés. Hop, donc vous avez les dérivés, vous avez même les dérivés partiels au-delà du bac scientifique. Vous avez les intégrales aussi. Donc voilà, tout est bien pris en compte au niveau des formules. Et au niveau des mathématiques, il y a énormément de choses. Il y a quelques éléments vraiment de spécialité qui seront peut-être pas pris, qui seront peut-être pas encore disponibles dans les tableaux de variation, mais qui arrivent, on travaille dessus, donc voilà, ça arrivera bientôt. Et on a une question en géométrie. Gwendoline souhaite savoir si on peut directement inscrire la mesure des segments et la précision du tracé au niveau de l'unité. Oui, c'est-à-dire que là, on est déjà en fait au niveau de l'unité. C'est-à-dire que quand je trace un segment, j'ai déjà la mesure qui s'affiche et du coup au niveau de l'unité. Mais si on veut changer de mesure, en fait, ici vous avez, je vais vous montrer parce que c'est vraiment dans les détails. Ici, on peut choisir la précision des distances, la précision des angles. Voilà, on peut changer des petits paramètres. Tout est évidemment configurable avec la possibilité de faire apparaître des axes, etc. Ouais. Voilà. Continue. Donc une calculatrice, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement que c'est toujours pareil, on peut dessiner la formule, on peut l'écrire avec la liste de commandes et on peut la dicter et voilà, et obtenir le résultat. On a après un outil science. Donc ça c'est un outil qui va pas mal évoluer prochainement. Simplement l'objectif c'est de permettre de faire des schémas, donc que ce soit des schémas électriques, des schémas d'optique, de mécanique, de chimie. Là c'est assez évident quoi. On ajoute les éléments les uns après les autres et on a des outils évidemment pour les déplacer, pour les redimensionner, etc. On peut ajouter des flèches, on peut dessiner. Très classique, simplement on va l'enrichir et on va le rendre plus simple et plus naturel d'utilisation. Donc ensuite on a toute la gestion des fichiers. Donc on a un plugin PDF, un plugin ebook, un plugin DocX. L'objectif c'est que voilà, dire qu'on a un outil pour chaque élément. Alors je vous ai montré déjà les ebooks. Je vais peut-être vous montrer juste les DocX parce que ça ressemble plus au plugin ebook que j'avais montré tout à l'heure. Mettre ça. Hop.
Donc c'est un docx, hein, c'est juste que c'est le même contenu que ce qu'on a à gauche. Et en fait, vous voyez que vous avez l'adaptation du texte qui s'est affichée sur mon docx, et je peux quand même le modifier, je peux le mettre en aussi, etc. Voilà. Quand j'ai fini de traiter mon docx, je peux l'insérer dans mon traitement de texte. Et du coup, il est bien noté ici. Et pareil, je ne risque plus de le perdre. Il est bien enregistré dans un chapitre dans mon cahier de cours. Voilà, j'ai plus à me soucier de où est-ce que j'ai mis ce docx. Je sais exactement où. On va faire la même chose avec PDF. Donc, hop. Est-ce que j'ai PDF voilà, donc c'est un PDF un peu vide, mais c'est bien, on va avoir la place pour dessiner dessus. Donc l'idée, c'est qu'on peut lire des PDF, mais on peut aussi du coup les éditer. Donc, j'ai un outil pour dessiner, j'ai un outil pour faire des flèches, je peux surligner une partie, je peux rajouter du texte. Voilà, on peut changer évidemment la taille du texte, la couleur, etc. Rajouter des images directement dans mon PDF. Hop, je peux mettre un tampon, par exemple. Voilà. Voilà. Et derrière, toujours pareil, hein, j'insère dans mon traitement de texte, et si je veux avoir une preview, je peux visualiser mon document. On a un outil après pour l'outil schéma qui ressemble un peu à l'outil science, donc je ne vais pas prendre le temps dessus. Alors, juste pour revenir sur les e-books, on nous demande quel format de livres peuvent être lus. Tous les livres EPUB, plus précisément EPUB 3, mais bon, normalement tous les EPUB. Je ne sais pas si ça répond à la question. Du coup, voilà, un outil pour les cartes mentales. Où là, donc c'est un outil pareil qui va aussi pas mal évoluer, mais qui peut permettre de faire, par exemple, des arbres de proportionnalité, des mind maps, voilà. Vraiment du très basique et en même temps très efficace. On clique, on dessine sa zone et puis on vient compléter avec le petit texte après. On peut venir modifier le texte pour faire ce qu'on veut. Et toujours pareil, hein, à la fin, j'insère et puis si j'ai besoin de modifier, je double-clique dessus pour le recharger. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste les tableaux. Donc là, on a un outil en fait qui permet donc de faire des tableaux. Donc c'est quelque chose d'assez naturel et en même temps assez basique. Simplement, on a des outils, on a des tableaux de conversion déjà tout prêts. Vous avez juste à double-cliquer dessus. C'est un outil qui évoluera sûrement avec le temps lui aussi. Mais voilà, en tout cas, ça permet déjà de bien faire le taf et de répondre aux besoins des enfants. Dans les tableaux, vous pouvez mettre aussi un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez écrire notamment des formules. Donc toujours pareil, hein, racine de 2. Et vous pouvez même, en mettant ici quelque chose, par exemple, ce serait peut-être pas dans cette version-là. Je vais pas tester parce que je sais pas si ça va marcher. Je vais tester quand même pour voir. Allez, c'est quelque chose qui, ouais, si ça marche. Vous pouvez insérer même des opérations. Ce que je viens de faire avec l'opération, vous pouvez le faire avec les docx, vous pouvez le faire avec, même avec les PDF d'ailleurs. Je vais vous montrer ça peut-être. Vous vous intéresser. Hop, si je remets mon PDF de tout à l'heure ici et que j'insère, voilà, j'ai inséré mon opération dans mon PDF. Et derrière, je vais pouvoir la redimensionner. Hop, mettre quelque part. Voilà, je reviens sur le cahier. Enfin, un dernier outil, c'est l'OCR. Donc l'OCR, ça veut dire reconnaissance de caractère, Optical Character Recognition en anglais.
L'idée, c'est de prendre une image d'un texte, enfin pour le texte, par exemple. Peut-être que j'en ai. Ce serait bien si j'en avais. C'est pas grave, j'en ai pas. Et ben, vous savez ce qu'on va faire. On va prendre une capture d'écran ici du plugin. Voilà. Donc j'ai ma capture d'écran. Je vais mettre depuis le presse-papier. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est ma capture d'écran là que vous voyez. Et il a reconnu le texte. Donc c'est-à-dire que je peux sélectionner le texte, du coup le copier, le coller. Je peux du coup le mettre, en demander une lecture vocale ou simplement le mettre ici pour avoir l'adaptation du texte. Voilà. Et le dernier outil, c'est un outil donc qui servira peut-être pas à toutes les. Alors, il y a la visionneuse de fichiers. En fait, ça sert simplement à avoir une fenêtre volante pour pouvoir consulter un cours, par exemple. Si je veux sélectionner un ancien cours par exemple, le cours de l'année dernière ou un contrôle que j'avais fait, voilà. Hop, je peux l'ouvrir. Voilà, pardon, parce que c'est pas moi qui fais le contrôle, donc je l'ai pas sur mon ordinateur, mais c'est pas très grave. Pardon, n'importe quoi. Faudrait que j'accède faudrait que je télécharge le cours en question. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vais vous montrer avec autre chose. Hop. Là, je vais vous montrer avec le chapitre actuel que j'ai là. Hop. Okay, cours, démo, ouvrir. Et voilà. Donc ça, c'est le cours actuel que je peux voir et que je peux mettre de côté pour le consulter en parallèle d'autres choses. Le dernier outil. Alors, juste avant de passer au code, on a une question pour savoir si on importe un PDF ou un Word, est-ce qu'on peut écrire dedans? Oui, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. En fait, donc ça, c'est un PDF que j'ai importé. Si vous regardez bien, j'ai inséré du texte, j'ai inséré une opération dedans. Donc j'ai écrit dedans, j'ai dessiné dedans, j'ai surligné dedans. Donc j'ai fait même plus que ça, quoi. Et sur le docx, j'avais pas écrit dedans, c'est vrai, mais je peux le faire. Je peux vous montrer. Je vais double-cliquer dessus. Et c'est pareil, en fait, on va aller insérer une opération, par exemple. Donc ici à gauche, je vais mettre l'outil opération. Hop. Et je vais insérer dans mon docx. Donc ça, c'est mon docx. Hein. Je peux le télécharger, je peux l'imprimer. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. J'espère. Et dernier point, donc c'est l'outil code. Je vais pas rester trop de temps dessus parce que ça concerne vraiment certaines classes, certains élèves. C'est simplement que vous avez un outil pour écrire du code avec de l'aide un peu justement avec qui vous explique un peu comment faire. On vous fournit un code déjà fait. Vous pouvez le modifier et vous pouvez le tester. Voilà. Et après, vous pouvez l'insérer dans le traitement de texte pour répondre à un éventuel exercice que vous aurez demandé. Alors, on a plusieurs questions sur les outils dédiés aux matières. On nous demande si on peut agrandir les formules. Alors, agrandir les formules, c'est-à-dire pour les mettre qu'elles soient plus grosses, c'est ça, hein, dans ce sens-là? Je pense que oui, pour plus les zoner, oui. Alors, en fait, tout simplement, donc, je vais revenir là-dessus. Il y a plusieurs choses là-dessus. C'est vrai que là, mon écran, il est peut-être un peu petit. En fait, dans les outils ici, j'ai évidemment un zoom qui va me permettre de voir plus grand mon texte actuel. Mais évidemment aussi, dans les outils d'accessibilité, en fait, vous avez l'association de texte, vous pouvez augmenter donc la taille de la police. Voilà. Déjà, justement, c'est la même chose. Et alors, en fait, il devrait y avoir un autre outil là, c'est dans la prochaine version. Pour le moment, il est caché, il est là. Il est dans afficher le thème, mais il va se déplacer là-bas. En fait, vous pouvez augmenter la taille de toute l'interface. Donc là, même tous les boutons sont plus gros. Et donc, les formules, en fait, elles ont la taille du texte qu'on leur donne. Hein. Donc, si là c'est plus gros, vu que là tout est plus gros, les formules aussi. Et bien sûr, vous avez aussi un outil. Alors c'est dommage justement, c'est pareil, c'est dans la prochaine version. Ah non, en fait,
C'est juste que j'ai une version un peu en retard. Mais en fait, ici, normalement, vous allez, si vous y allez, vous allez voir qu'il y a un outil pour augmenter la taille du texte. Il n'est pas actuellement. Actuellement, j'ai que ça pour augmenter la taille du texte. Voilà. Donc, j'espère que ça répond aussi à votre question. Alors, on a beaucoup de questions sur la présentation de l'emploi du temps et d'agenda, les devoirs. François va y venir juste après. Oui, je vais venir ça. Il ne reste plus que ça à montrer et les examens. Donc, juste une petite chose, c'est que là, il y a tous les outils, vraiment pour tout le monde, etc. Pour alléger l'interface de quelqu'un qui n'aura pas besoin de tout, vous avez cet outil-là qui vous permet de désactiver tout ce qui ne sert pas et de configurer la fenêtre avec un écran divisé ou non, qu'est-ce qu'on met à gauche, qu'est-ce qu'on met à droite. Et tout ce que je désactive ici n'apparaîtra plus dans l'écran des outils. Je vais revenir ici sur le carton. Je vais en fait vous montrer les devoirs. Donc en fait ici, j'ai mes devoirs à faire et si j'ai quelque chose à noter, je viens juste indiquer qu'en mathématiques, on m'a demandé de faire l'exercice 2, page 44. Hop, je confirme. Et quand j'aurai fait l'exercice de page 44, je viens juste cliquer dessus et ça se désactive. Vous notez bien sûr qu'on respecte le code couleur pour que, toujours pareil, que quelqu'un qui a des difficultés puisse en bénéficier, puisse identifier le cours dont on parle. Et pareil pour l'emploi du temps. Donc là, j'ai un emploi du temps qui est déjà rempli. Si je veux rajouter quelque chose, j'ai simplement à cliquer, sélectionner le cours. Je note éventuellement une information complémentaire comme la salle et j'ai mon cours qui est ajouté. Donc c'est vraiment très rapide, très simple. Je le fais une fois au début d'année. Et si j'ai besoin d'avoir semaine A, semaine B, en fait, j'ai possibilité de rajouter ici des semaines types. Et du coup, je peux créer d'autres emplois du temps. Voilà. Si j'ai besoin de choses qui ne sont pas des matières, j'ai une option pour mettre divers ici. Et du coup, je peux indiquer dans les détails ce que c'est. Dernier point, je peux laisser un grand comme ça. C'est les contrôles. Donc, il y en a un système pour les évaluations. Parce que c'est bien beau d'avoir des outils de compensation, mais si on les a pas pendant les examens, ça sert à rien. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, je crée une nouvelle évaluation quand on passe en mode contrôle, c'est-à-dire quand le professeur dit, voilà, vous rangez vos cahiers, vous rangez vos livres, on va faire une évaluation. Et à ce moment-là, j'ai cet écran qui va apparaître, et c'est là qu'on va indiquer les règles du jeu. Donc, les règles du jeu, c'est le professeur qui les donne. Le professeur, il peut répondre à ces questions-là, si besoin. L'élève peut demander, ou le professeur peut passer derrière lui pour voir avec lui quelles sont les règles du jeu, en gros, pour cette évaluation-là. Et normalement, l'élève en situation de handicap, il a un PPS qui décrit très clairement ça, à quoi j'ai droit, dans quelle situation. Donc, si je suis en dictée, par exemple, en dictée à trous, peut-être que le correcteur orthographique, c'est pas une bonne idée. Et puis surtout si l'élève, par exemple, en fait, il est dyspraxique, mais qu'il n'a pas de problème du tout avec l'orthographe, c'est pas du tout une difficulté pour lui. Donc, ça serait dommage de pas lui permettre de faire des erreurs, parce que c'est important de faire des erreurs, sinon on ne progresse pas. Voilà. Par contre, je vais garder Internet parce que sinon je vais vous perdre. Et je vais désactiver l'accès au cours et puis les autres options. Voilà, je vous laisserai les découvrir. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ce qui est important, par contre, c'est de voir que ici j'ai toute ma mise en page qui est faite. J'ai toutes les règles du jeu justement qui sont figées. Je ne peux plus accéder à mes cours, etc. Les boutons ont été désactivés. Et maintenant, je dois travailler comme ça, quoi, avec ce que j'ai appris. Quand j'ai terminé, je clique sur terminer l'évaluation. Voilà. Et là, je peux encore modifier simplement. Si je modifie ici, ça devient en rouge. On voit que j'ai modifié 5 secondes après la fin. Et du coup, le professeur peut décider que 5 secondes ça va ou que au contraire, il faut m'enlever des points parce que j'ai triché. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Alors, on a d'autres questions. On nous demande si on peut installer le logiciel sur un réseau informatique dans un lycée. Oui, tout à fait. Le logiciel, d'ailleurs, fonctionne en ligne et hors ligne. Il n'y a aucun souci. Quand il est en ligne, nous, on va faire la synchronisation des fichiers. Vous avez 500 mégas de stockage offert et on peut éventuellement l'étendre si vous en avez plus jusqu'à 1 giga sur simple demande. Et puis, il viendra sûrement par la suite des
des extensions payantes si vraiment ça intéresse les gens. Et ça permet simplement que si vous cassez votre ordinateur, vous pouvez retrouver tous vos fichiers. Donc c'est ça l'intérêt. Et voilà. Et sinon, si vous avez pas, si vous travaillez hors ligne, donc du coup dans un lycée qui aurait pas internet ou quoi, il y a pas de souci, ça marche très bien. Merci François. On me demande ensuite si les nouvelles versions seront installées automatiquement sur les comptes déjà existants. Oui, il y a une mise à jour automatique qui est faite. Donc ça dépend de comment vous avez installé CantoScript. Nous on fournit des liens vers les stores, donc Windows Store, App Store, Google Play Store. On fournit aussi des fichiers exécutables à installer comme vous préférez, comme selon les besoins et les contraintes. Pour revenir sur l'emploi du temps, on nous demande si on peut dupliquer la semaine A pour effectuer seulement des modifications sur notre semaine B. Ouais, alors c'est vrai que ça serait chouette de faire ça. Ça le sera sûrement possible dans le futur de quelques mois. La question, c'est juste que vu que c'est quelque chose qu'on fait qu'une fois par an, on n'a pas mis une grosse priorité là-dessus. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant la première fois, mais c'est une fois, quoi. Voilà. Pour revenir sur la fonctionnalité exam, on nous demande si le professeur a accès à l'évaluation d'élèves. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas montré, qui est assez capital. Donc dans les outils ici, donc vous avez la possibilité d'insérer des fichiers, des formules, des images, des captures d'écran, prendre des photos, importer des fichiers. Vous pouvez même mettre des notes. Donc du coup, je vais vous montrer ça aussi, c'est que vous pouvez mettre 5 sur 10, hop, je confirme et j'ai la petite note qui apparaît. Des caractères spéciaux, des séparateurs horizontaux, et surtout vous avez la possibilité d'exporter. Et là vous pouvez exporter donc en PDF, on voit en docx, je pense que tout le monde voit aussi, ODT, donc ça c'est le format de LibreOffice que certains professeurs préfèrent utiliser. Vous pouvez l'imprimer et le format CS2 c'est un format CantoScript, c'est un format que nous on a créé quoi et qui nous permet simplement de pouvoir charger plus d'informations. Donc comme ça, quand vous exportez et importez un fichier CantoScript, ça permet d'avoir les notes vocales, par exemple, d'avoir tout ce que l'élève a fait, vous pouvez le récupérer. Donc en gros, l'élève, quand il a fini son évaluation, il peut la rendre comme ça et soit l'imprimer, soit l'exporter et la donner au professeur. Il y avait justement une question sur l'impression du cahier. Donc là, vous voyez, François vient de montrer où on pouvait trouver cette fonctionnalité du coup pour l'impression. Ouais, c'est ça. On a une question pour le travail hors ligne sur une journée. Est-ce que la synchronisation se fait après sur la version en ligne? Alors oui, par contre effectivement, c'est là qu'il faut être un petit peu vigilant. Nous, on fournit. En fait, il y a un bouton ici justement pour expliquer où on en est. Par exemple ici, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. L'erreur que vous avez vue, c'est que en fait, il y a des fichiers qui sont disponibles sur le web, mais qui sont pas sur mon ordinateur, donc je peux les télécharger pour y accéder. Si j'essaie d'y accéder, il va les télécharger tout seul. Il n'est pas bête. Non, en fait, il est bête. Pardon, on va essayer de corriger ça. Normalement, il devrait les télécharger. Non, en fait, c'est parce qu'il y a une erreur. Bon, après, c'est des fichiers de démo, c'est pour ça on navigue pas mal avec les différents comptes et tout. On regardera ça. C'est probablement un souci lié au compte de démo. Bref, vous aurez pas ça. Normalement, ça télécharge le fichier. Voilà. Et normalement, voilà. Et en fait, à l'inverse, ici, par exemple, j'ai fait des modifications et là, tout est vert. Ça veut dire que tout est synchronisé. Donc, mes modifications ont bien été envoyées sur le serveur qui va pouvoir les récupérer. On me demande s'il est nécessaire que le professeur ait CantoScript pour lire un fichier CS2. Alors, les fichiers CS2, oui, c'est justement le but. C'est vraiment un format qui est fait pour communiquer entre CantoScript et CantoScript parce que par rapport au PDF et au docx, nous, on a beaucoup plus d'informations à transmettre. On gère des choses que Word ne gère pas, par exemple, justement comme on parlait, que ce soit des fichiers audio, etc.
Donc du coup, ça vous permettra de bénéficier de ça. Sinon, nous, on essaie de faire tout ce que Word supporte, on l'exporte en fichier dans le format DocX. Une petite chose que j'ai pas montré aussi dans les exports, en fait, on peut exporter tout le cahier. Et si on exporte tout le cahier, on va avoir, il va le télécharger en format EPUB. Donc vraiment un livre numérique comme je vous ai montré sur le Petit Prince. Donc tout mon cahier de cours en fait est devenu un livre numérique. Ça permet de les stocker. Et pareil, je peux importer en fait un livre numérique comme si c'était un cahier. Donc ici, si j'importe le Petit Prince par exemple, pardon, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Non, mais je sais pourquoi. Alors, attendez, parce que comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose. En fait, ici, on a la version 127 et là, je suis à la version 120. Et du coup, je suis en retard. Et ça, c'est pas, vous inquiétez pas, vous aurez pas ça parce que ça se met à jour automatiquement. C'est juste parce que moi, vu que je travaille tout le temps dessus, il est ouvert sur mon navigateur et le navigateur, lui, il se met pas à jour. Enfin, je ferme le navigateur pour qu'il se remette à jour. Voilà. Et du coup, hop, si je supprime. Non, il veut pas. Bon, il y a un petit souci, on regardera ça. On peut peut-être montrer le partenariat avec Bookin. Oui, tout à fait, j'ai oublié de montrer ça. Donc justement, pour tout ce qui est livres numériques insérés dans vos cours, menu, commander un livre adapté. Donc ici, en fait, c'est un partenariat qu'on a avec l'association Bookin, qui fait, en fait, grâce à la loi exception handicap au droit d'auteur, vous avez droit d'accéder gratuitement à toutes les publications qui ont eu lieu, je pense que c'est en France, depuis moins de 10 ans, gratuitement. Il suffit d'envoyer votre email, votre téléphone portable qui servira essentiellement à ce que on vous alerte quand la demande a été traitée. Vous indiquez le code barre du livre et vous le recevrez automatiquement. Voilà. Donc on remercie beaucoup Booking pour ce partenariat. Et du coup, en fait, voilà, avec l'adhésion Cantou, vous avez droit à ça. Alors Charlotte, on me demande s'il serait possible de masquer la poubelle pour les élèves qui sont un peu impulsifs et qui risquent de tout effacer. Alors, laquelle dont on parle là? Parce que si on parle des poubelles, justement, comme vous avez vu ici, en fait, il y a une conversion, il y a une confirmation à faire. Il faut lire le texte et bien comprendre qu'il faut écrire cahier de cours dans le texte. Donc, en général, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de souci par rapport à ça, parce que ça devient, enfin, justement, c'est beaucoup moins impulsif là. Il faut quand même faire une action bien concentrée. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de soucis par rapport à ça. Pareil pour normalement ici, si j'essaie de réinitialiser sans avoir inséré le travail, j'ai une demande de confirmation à faire. Donc bon, a priori, on est quand même plutôt serein par rapport à ça. Sachant que sur les PDF et les DocX, la mise à jour se fait automatiquement et que on va probablement l'étendre. Ce qui veut dire que quand j'ai inséré un travail et que je le modifie par la suite, en fait ici je peux le mettre à jour. Et aujourd'hui dans certains plugins, il se met à jour automatiquement et on va probablement l'étendre à tous les plugins. Alors on nous demande de faire un point sur toutes les possibilités de financement, la MDPH, rectorat, etc. Donc nous, on travaille activement là-dessus parce qu'en fait, donc c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais on est une entreprise sociale et solidaire. Donc notre objectif, en fait, au-delà de payer l'employé et notre nourriture, c'est surtout en fait un objectif social. Et que voilà, l'objectif de l'entreprise, c'est
d'aider les élèves à besoins spécifiques à bien suivre à l'école, parce qu'on croit que en fait on sait même qu'ils sont plein de capacités qui sont sous-exploitées à cause de difficultés de lecture et d'écriture qui n'impactent pas du tout leur capacité de réflexion et de raisonnement, même des fois au contraire. On a noté des choses assez étonnantes sur les dyspraxiques, qui autant justement ont du mal avec la motricité fine, mais ont quand même de sacrées bonnes capacités, compétences d'abstraction justement, et pour les sciences et les mathématiques, souvent des facilités. Donc, c'était quoi que je voulais dire? La MDPH. Oui, pardon. Donc du coup voilà, et nous on travaille essentiellement pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse accéder à ces solutions, et c'est vrai que le financement c'est un vrai souci parce que le développement coûte cher, et que mais on n'aimerait pas que tout tombe dans la poche, enfin sur le portefeuille des parents qui ont déjà énormément de choses à régler. Donc là-dessus on travaille sur plusieurs choses. Déjà il y a la MDPH qui peut prendre en charge, donc la maison départementale des personnes handicapées, qui a un budget pour le handicap, et dans le cadre d'un suivi et d'un dossier qui sera à faire avec des professionnels de santé ou des ergothérapeutes, enfin les ergothérapeutes sont des professionnels de santé, mais voilà. Dans le cadre de ce dossier, vous allez pouvoir bénéficier de remboursement de logiciels ou de choses qui seront prescrites par l'ergothérapeute ou le professionnel de santé. Donc, je vous encourage à faire ça. Nous, on a un livre blanc qui détaille les étapes pour faire ce dossier MDPH. Par contre, ça prend du temps. Donc, voilà. En attendant, peut-être que vous pouvez payer quand même un abonnement mensuel le temps que le processus se fasse. Voilà. Mais ça, on n'y peut rien. On ne peut pas travailler. Enfin, on ne peut rien faire pour accélérer ce processus. Deuxième chose, on a gagné un appel d'offres de l'Éducation nationale pour équiper 12 départements. Donc, on appelle les territoires numériques éducatifs, TNE. Donc, si vous êtes dans ces départements, vos professeurs ont droit à une licence gratuite pour leur classe. Donc, il faut sensibiliser les enseignants pour qu'ils puissent prendre la licence Cantou, et du coup, ça sera gratuit pour eux. Autre chose. Après, il y a effectivement toujours la possibilité de payer la licence tout simplement. Donc, nous, on fait des licences mensuelles. On avait des licences annuelles, on les avait supprimées parce qu'on trouvait ça trop compliqué ça complexifiait un peu, les gens étaient un peu perdus, et puis finalement, il y a des gens qui en ont besoin, donc on va le rajouter là très prochainement. Donc, si vous avez besoin, dites-le nous juste, on vous accompagnera là-dedans. Mais normalement, on est plutôt sur une idée de mensuel sans engagement. On ne veut pas prisonnier les gens. Et sinon, alors on a une licence d'achat définitive. En fait, cette licence, elle sert essentiellement pour la MDPH, parce qu'en fait, on fait beaucoup de mises à jour. Le fait que ce soit un achat définitif, ça nous forcerait à ne pas donner accès aux mises à jour, parce que sinon, en fait, nous, on a en fait, au début, ça nous donne un peu d'argent, mais après, on finit par perdre chaque année de l'argent, et puis la licence, elle pourrait circuler entre les gens et tout, donc on peut pas se permettre de faire ça. Donc on l'a fait simplement pour la MDPH, ça permet d'avoir une solution dans ce cadre-là. Et nous, on offre 1 an de mise à jour gratuite, mais je pense que c'est pas la plus intéressante pour vous. Après, si vous voulez, vous pouvez la demander sur le site. Alors, on a beaucoup de questions sur les départements concernés pour les TNE. Donc, il y a l'Aisne, les Bouches-du-Rhône, le Cher, la Corse du Sud, le Double, Finistère, Guadeloupe, Hérault, Isère, Val d'Oise, Vienne et les Vosges. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse contact@cantou.fr pour toute demande par rapport à ça. On nous demande la reconnaissance par rapport aux examens généraux, je suppose, le brevet, le bac. Ouais. Donc ça, en fait, alors comment dire? Parce que la situation est assez complexe, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de décision. Il y a la direction numérique éducative, DNE,
qui est à l'Éducation nationale, au ministère, etc. Donc eux, c'est sûr qu'ils sont OK avec Cantu parce que ils ont financé en fait, on a été lauréat d'un appel à projet de leur part pour développer une solution justement pour les examens nationaux. Et justement, on a développé le mode examen qu'on vous a présenté tout à l'heure, justement dans cette optique-là. Donc eux, ils ont même donné leur accord, leur aval pédagogique, et ils sont en train de créer une liste blanche de logiciels pour les examens, et Cantuscript est dedans. Ensuite, le truc, c'est que les examens, c'est normalement géré au niveau du rectorat, donc de l'académie, où là, il y a un certain niveau d'autonomie en fait dans l'organisation, et ils n'ont pas, voilà, ils ont de l'autonomie, donc du coup, ils peuvent prendre des décisions qui sont pas en adéquation avec celle de la direction numérique éducative. Et là, normalement, il faut essayer de convaincre, essayer d'expliquer. Nous, on le fait aussi, donc on essaye de sensibiliser les académies là-dessus. Donc, on espère que cette année, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Mais on ne peut jamais le garantir. Et surtout, en vrai, ce point-là, c'est pas le plus inquiétant. Le vrai problème, c'est les centres d'examen, où là, en fait, c'est là qu'il y a le plus de flou, parce que l'académie a peu de moyens pour gérer un examen sur un territoire énorme, avec énormément d'élèves, et du coup, il faut gérer plein de paramètres, et du coup, la gestion des élèves à besoins spécifiques et des examens un peu spécifiques sur informatique, des fois passe à la trappe dans l'organisation, et du coup, il y a des informations contradictoires qui circulent. Et du coup, vous pouvez avoir des choses qui sont normalement autorisées, qui sont dans le PPS, qui sont légalement obligatoires, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas le droit de les interdire, mais le centre d'examen va les interdire le jour de l'examen parce qu'ils n'ont pas reçu les bonnes consignes, parce qu'ils pensent que ils ont peur de faire une erreur et d'autoriser quelque chose d'interdit, et de permettre à un élève de tricher. Et en fait, voilà, ils sont un peu dépassés par ça. Donc, il faut essayer d'anticiper au maximum. Voilà, si vous êtes parent, essayez d'anticiper les problématiques au maximum en essayant de contacter. On sait que c'est pénible, mais de contacter le rectorat pour avoir vraiment essayer d'avoir un écrit, par exemple, qui garantit que vous allez bien pouvoir utiliser, étant donné que c'est dans le PPS. Le PPS, donc, c'est ce que vous faites dans le dossier MDPH, là, quand vous voyez les professionnels de santé, c'est ça que vous allez construire. Plan personnel de scolarisation, je crois, quelque chose comme ça. Le but, c'est de dire comment cet élève il a des besoins spécifiques, comment on y répond pendant sa scolarité, comment on organise sa scolarité pour que ça se passe bien pour lui et qu'il soit pas embêté par ces problèmes. Donc voilà, parler à l'académie, vous renseigner sur quel centre d'examen va va recevoir votre enfant, et essayer déjà de les contacter pour les sensibiliser au problème. Et comme ça, vous êtes sûr que s'ils ont une mauvaise compréhension, au moins ils l'arrêtent tout de suite, et du coup ça se passera bien, parce qu'ils sont contents. Ça se passera pas dans la panique le jour du bac. Alors, on a des questions pour les licences ambassadeurs, donc j'ai répondu directement par écrit, mais juste pour refaire un petit topo. Donc, les licences ambassadeurs sont assez accessibles pour les professionnels de santé et pour les enseignants. Du coup, c'est un partenariat que l'on fait ensemble. Donc, le but, c'est d'avoir aussi vos retours sur l'outil Cantuscript, vos suggestions ou autres points rencontrés dans l'utilisation et dans la prise en main. Donc, vous aurez accès à l'ensemble des outils sur Cantuscript. La seule limite, c'est que vous ne pouvez pas créer plus d'un cahier et plus d'un chapitre. Voilà. Alors, vous pouvez créer un cahier et un chapitre par matière. Oui. Et vous avez 6 matières. Voilà. Alors pourquoi ça? C'est simplement parce que en fait c'est des licences qui sont gratuites pour toutes les personnes en fait qui accompagnent des élèves, alors que ce soit les AVS, les professionnels de santé, les professeurs, etc. Nous fournissons ces licences-là. Elles ont pour vocation de maîtriser un peu les outils, de les tester et de pouvoir les montrer à l'élève, vérifier s'il arrive à les prendre en main. Et l'objectif, c'est après de créer un compte pour l'élève. Voilà. Donc, quand on a créé un compte pour l'élève, lui, il a 15 jours, les outils gratuits pendant 15 jours. Et après, on passe et là, après, il faudra une licence. Sinon, il a une version gratuite, mais avec beaucoup de fonctionnalités en moins. Voilà. L'objectif,
Oui, et donc pourquoi on limite la création des chapitres, c'est simplement parce que nous, on doit stocker tout ça, on doit gérer les serveurs qui stockent tout ça et tout, donc on est obligé de donner des limites pour s'assurer que nous, ça ne coûte pas pareil une fortune à gérer alors que c'est des licences gratuites. Si vous avez besoin de montrer la création d'un cahier, d'une chapitre, etc., vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez simplement supprimer un cahier et vous pourrez en recréer un autre. Donc, si vous avez besoin de montrer ces étapes-là, voilà, n'hésitez pas à supprimer pour recréer. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Je profite aussi pour dire qu'on fait très régulièrement des mises à jour. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. Alors, on a fait beaucoup de développement les dernières années. Donc, ça a plusieurs impacts. C'est d'une part que, vu qu'on développe beaucoup de choses à la fois en parallèle, des fois, quand une fonctionnalité arrive, souvent elle a des petits bugs, il y a des cas particuliers qu'on n'a pas gérés, donc il faut juste nous le dire et on essaie de faire des mises à jour des fois dans la semaine, des fois au bout de 2 semaines, maximum 3 semaines. Mais en général, pour des bugs graves, ça arrive très vite, quoi. Donc, ce sera pas 3 semaines sans solution. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez aussi le SAV qui est disponible tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Nous, de notre côté, on répond vraiment dans les plus brefs délais. Je suis derrière le SAV, voilà. On est aussi d'autres dans l'équipe à gérer ce SAV. Mais en tout cas, comptez sur nous pour répondre à toutes vos questions sur du coup l'adresse que j'ai mis dans le chat, contact@quantou.fr. Voilà, on est disponible 5 jours sur 7. On a une dernière question, parce que je pense que certaines personnes doivent partir. Pour les élèves avec un PPS qui utilise une réglette scanner, avez-vous prévu prochainement l'intégration directe dans Quantou du document scanné? Alors, en fait, le problème, c'est que comment dire, on n'a pas trop la main en fait là-dessus. C'est-à-dire que nous, on peut pas faire grand-chose parce que, alors de mémoire, parce qu'il existe plusieurs réglettes scanners, je pense. Vous scannez votre document avec la règle et le document arrive directement sur le bureau en format PDF. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc nous, on n'a pas l'opportunité d'intercepter ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comme je disais, en fait, on a un outil d'OCR ici. Donc, vous pouvez prendre une photo ah oui, là, alors ça c'est parce que ma caméra est déjà partagée, en fait, donc je peux pas prendre des photos en même temps. Mais en gros, vous avez ici prendre une photo et vous pouvez prendre une photo de votre document. Donc, vous le mettez devant la webcam, par exemple, ou si vous avez une tablette, vous prenez avec la tablette. Vous pouvez même vous connecter à Quantou avec votre téléphone. Donc, vous utilisez le téléphone, vous prenez en photo, vous le mettez dans le cours et derrière, vous synchronisez le cours pour qu'il apparaisse dans l'ordinateur et voilà, et vous aurez l'OCR en plus dessus, donc vous pourrez sélectionner le texte. Je sais pas si ça répond à la question. Sinon, en fait, faut prendre le PDF dans le bureau et le glisser. Vous pouvez faire des glisser-déposer directement dans Script. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en fait ici, une fois dans le cahier, en fait, ici, vous pouvez importer des docx, des PDF comme si c'était des fichiers, des chapitres, quoi. Et vous pouvez même glisser-déposer tout un tas de chapitres. Si vous avez déjà des cours, par exemple, depuis septembre, et que vous voulez tout importer dans QuantoScript, vous glissez-déposez tout là-dedans et il va vous importer vos cours depuis les docx ou depuis les documents LibreOffice. Vous pouvez même glisser un dossier, il n'y a pas de problème. Merci à tous. Je vois que certaines personnes partent au fur et à mesure. En tout cas, merci pour vos nombreux retours aussi dans le chat.
C'est super d'avoir aussi tous ces retours aussi positifs. Ça nous fait très plaisir d'avoir tout ça. On espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse du SAV. On aura d'autres webinaires qui vont arriver dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour les prochaines dates. Et aussi pour le replay du webinaire, là, juste à la fin, qu'on va clôturer le webinaire, vous aurez accès du coup au replay automatiquement. Voilà, vous pourrez visionner à l'infini. Merci Marie, merci Célia. Merci Mégane. Merci à tous. Merci à tous.